Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour François Montbriel. Bonjour. Alors, d'abord, vous êtes éditeur. Vous Oui. vous présentez comme éditeur passionné d'économie, de communication. Vous vous présentez aussi comme un observateur assidu des questions de notre temps. Oui. Et vous éditez, chose étonnante, d'habitude en tout cas, des ouvrages de divertissement. Oui. Alors, citez-nous un petit peu ce que vous éditez. Essentiellement des livres sur la magie, sur le poker aussi, surtout, un peu de blackjack. Certains que j'ai écrits, j'ai commencé par là. Et puis après, j'ai édité d'autres auteurs, notamment pendant la grande mode du poker des années 2005, 2006, 2007. Vous vous souvenez ? Oui. Patrick Bruel à la télé. Tout à fait, non mais tout à fait, c'est vrai. Alors, Ouais. ce qui était intéressant, c'est que c'est vraiment drôle, moi je trouve, en fait, que ce soit vous qui vous mettiez à écrire, c'est vous qui avez écrit ce livre, et donc vous vous êtes auto-édité, c'est ça, hein, c'est dans votre Non. maison d'édition. Non, enfin, attention, c'est pas auto-édité. Oui. Je suis éditeur professionnel, Oui, oui. j'édite d'autres auteurs. Il se trouve que là, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, allez, je vais peut-être me le faire. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de le faire, à titre personnel. J'écoutais. C'est ce que vous racontez, ouais, Voilà, dans je votre regardais. introduction. Voilà, c'est ça. Et donc, je regardais Zemmour sur CNews face à l'info. Et je trouvais que c'était intéressant ce qu'il disait, parce qu'il avait une approche différente des autres. Et notamment, moi, j'aime bien l'histoire. J'aime bien les gens, disons, qui ont des références, les érudits. Zemmour est un érudit. Donc, et du coup, je trouvais que c'était intéressant ce qu'il disait. Et donc, je notais au fur et à mesure que je regardais cette émission sur un petit carnet, toutes les citations qu'il donnait. Et puis, à un moment donné, mon carnet était plein. Je me suis dit, bon, Il va falloir aller faire quand un même. deuxième carnet. Bah voilà, et donc le mieux, c'est peut-être finalement d'en faire un livre. Oui, et alors ce qui est drôle, c'est quand même que vous, d'habitude, vous parlez poker et magie, et donc là, nous avons un grand magicien ou un grand joueur de poker, peut-être Éric Zemmour. Comment Oui. vous le percevez dans ce champ de magie, de poker, de jeu, et comment vous voyez ce politicien aujourd'hui, hein ? Bah, c'est sûr, c'est un joueur. Il n'est pas très grand physiquement, il prend des risques. Donc, s'il était en face d'un grand costaud, il n'aurait pas l'avantage, hein, c'est sûr. Et d'un autre côté, c'est vrai que ce qu'il fait, tout le monde dit, même ses adversaires disent que quelque part, c'est assez courageux, puisqu'il devient politicien, alors qu'en fait, il n'a pas... Enfin, je n'allais pas dire qu'il n'a pas grand-chose à y gagner, c'est pas vrai, mais enfin, au niveau personnel, au niveau Enfin, il a plus à perdre en tant que... Il avait son statut, il avait une émission qui fonctionnait très Voilà. bien sur CNews, il faut le rappeler, un salaire que j'imagine convenable, C'est il ce que avait je tout ce voulais qu'il dire. fallait. Voilà, il était au quelque plus haut de sa carrière journalistique. En plus. Auparavant, Tout à fait. il pouvait pas faire plus, quoi. Il pouvait pas prétendre à plus journalistique. Oui, et donc quelque part, je pense que on peut dire qu'il est sincère, puisqu'il n'y a que ça qui reste comme argument. Mais vous qui avez l'habitude d'observer, parce que vous jouez vous aussi au poker, Oui, vous qui avez l'habitude d'observer des parties de poker, oui, c'est important de savoir si le joueur est sincère très dans important. son jeu. J'ai fait un livre aussi qui s'appelle Poker Code, qui reprend ce qu'on appelle la communication non verbale au poker, c'est-à-dire les gestes. Il y a beaucoup de livres qui paraissent sur ce sujet. Bon, le mien était spécialement justement centré sur la communication verbale autour du poker. Ou quand on Donc, ment, on se touche le visage et Oui, ce tout genre à de fait. choses. Ouais. Absolument, oui. Vous avancez votre chaise, ça veut dire que vous avez un gros jeu, par exemple. Ah Voilà, oui, ouais. oui, c'est vrai ça. Ah, ben, dans tous les On domaines. sent que les affaires marchent, ça Et- commence à se frotter les mains. Non, ça C'est quand même... c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et donc, de ce point de vue-là, Zemmour, moi, je trouve qu'il est plutôt bluffeur, hein, d'une manière générale. Ah bon, donc il est bluffeur, pas sincère. Non, attention, ça ne veut pas dire ça. Oui. Non. Alors Non, expliquez-nous, quelqu'un parce qui que est moi je suis pas bluffeur, une c'est grande... quelqu'un oui. qui n'hésite pas à envoyer tous ses jetons Oui. pour impressionner l'adversaire. Et lui, c'est ce D'accord. qu'il fait. Regardez Mélenchon. Mélenchon, Oui. il avait 30 ans de politique derrière lui. C'est un vieux routier, il a tout connu. Et Et alors que Zemmour, lui, il a combien de politique derrière lui ? Il a 3-4 mois. Et il a rencontré Mélenchon. Bah, Voilà. justement, je voulais vous parler de ce débat Mélenchon-Zemmour, parce que c'est des deux personnalités qui ont un niveau d'érudition assez équivalente. Finalement, lequel des deux bluffait le plus, en fait, l'un en face de l'autre ? Parce que c'était un peu une guerre de citation, justement. Je pensais à votre livre à ce niveau-là, que selon vous, qui a été le meilleur joueur entre les deux ?
Oh, c'est difficile à dire. Je crois que chacun trouvera. Les mélenchonistes ont trouvé que Mélenchon était très bon. De fait, il l'était. Jusqu'à traiter Zemmour de petit bonhomme. J'ai bien aimé ce moment-là. Zemmour, d'ailleurs, est resté très sage en réponse, on peut dire. Et puis Zemmour aussi a été bon. Il faut dire aussi que c'était son premier débat sérieux. Je trouvais qu'il était plutôt bon de ce point de vue-là. On pouvait s'attendre à ce que vraiment il s'effondre devant un Mélenchon magnifique, très sûr de lui. Et en plus, ce qui est amusant, c'est qu'après, on s'est aperçu que tous les deux ont gagné, en fait, auprès des sondages. On dit qu'en poker, il y a la chance du débutant. Donc, comme c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas les codes, il est totalement imprévisible et du coup, il peut gagner parce que les gens n'arrivent pas à prévoir ce qu'il fait. Est-ce que, selon vous, c'est le cas pour Éric Zemmour débarquant dans le jeu politique? Est-ce qu'il déroute ses adversaires aussi par son amateurisme et même d'ailleurs l'amateurisme de ses équipes, ce qui lui est très souvent reproché? S'il était autour d'une table de poker, je dirais qu'il joue de manière inattendue. Et donc, on a du mal à anticiper ses actions. Et forcément, si on a du mal à anticiper, on a du mal aussi à les contrer une fois qu'il les fait. Donc, et c'est pourtant, là où il fait ce qu'il dit ce qu'il fait. Il a le mérite d'être cohérent et lui, vraiment droit dans ses bottes depuis le début sur ces thématiques. Je crois que face à l'info, une seule fois, il a reconnu qu'il avait changé d'avis sur un sujet, je ne sais plus tout à fait le cannabis, en tout cas, on sent que sur possible, le cannabis, il a du mal à se... tant mieux, parce qu'il n'y a que les cons qui ne changent jamais d'avis. Donc, on va dire que, il fait un petit peu le... Oui, mais donc il est facile finalement comme joueur de poker, il est facile à débusquer, on sait où l'attendre a priori. Oui, mais il est sur un terrain sur lequel, que les autres ont quitté depuis longtemps. C'est-à-dire que lui, il n'a pas renvoyé l'ascenseur à personne. Il a gardé toutes les cartes en main. Mais oui, tout à fait. Il n'a pas mis certaines... Il fonce, il a foncé, il était tout seul, il n'avait même pas de parti. D'ailleurs, il n'en a pas tous à faire. Enfin, il a bien sûr des supports, des soutiens. Mais il n'a pas vraiment... à l'époque, en tout cas, il n'avait pas de parti et il fonçait comme ça. Oui, c'était le cas aussi d'Emmanuel Macron. J'osais pas le dire, mais c'est vrai. Non, mais là-dessus aussi, Macron, c'est un joueur, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, en juin 2016, non, c'était en 2016, c'est ça, qu'il a créé... En marche, c'est ça, En Marche, personne n'y croyait. Certains voyaient le coup venir, ceux qui étaient dans le coup. Mais bon, on se disait, il essaye de renforcer Hollande, alors qu'en fait, il plaçait ses pions d'une manière assez discrète. Donc deux grands joueurs d'échecs, en tout cas, qui... Oui, ils vont peut-être se rencontrer un jour. Face à face. Voilà. Et justement, alors, une dernière fois, on va continuer de parler de poker une dernière fois, et d'échecs aussi, parce que je crois que vous jouez aussi aux échecs. Non. Mauvaise information. Non, mais en tout cas, pour continuer sur cette métaphore, comment vous voyez justement la grande partie, le grand duel ou le jeu à 4 pour les élections présidentielles qui arrivent? Je ne suis pas assez versé dans les élections pour vraiment faire des pronostics ou des... On pense tous aux scénarios différents qu'il peut y avoir. N'oublions pas, il y a 5 ans, il y avait aussi 4 personnes qui étaient dans un mouchoir de poche finalement. Donc là, on s'aperçoit qu'on va un petit peu vers le même scénario. Mais avec un qui est totalement inattendu. Donc, c'est très difficile à dire, vraiment. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que tout à l'heure, on parlait de Mélenchon, mais d'ailleurs, il est cité, Jean-Luc Mélenchon. Il fait partie des 200 citations d'Éric Zemmour. Alors là, je suis dessus. En 2050, 50% de la population française sera métissée. Voilà une des phrases que Éric Zemmour a retenues et retient et recite régulièrement de Jean-Luc Mélenchon. Il l'a dit, là, c'était sur CNews face à l'info en mai 2021. Et puis, l'amour ne consulte pas les papiers des gens pour pouvoir se déployer. Voilà encore une phrase de Jean-Luc Mélenchon que se plaît à rappeler Éric Zemmour. Et ce que vous dites qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il cite dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il ne cite pas toujours pour aller dans son sens, dans le sens de son argumentation, mais aussi pour donner des contre-arguments. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il a vraiment une pensée suffisamment riche pour accorder un point ou laisser avancer la pensée de l'adversaire et pouvoir la contrer derrière. Oui, puis il rebondit dessus surtout. Oui, c'est ça, Je vais vous donner quelques autres exemples, si vous voulez. Par exemple, il y a un Georges Marchais. C'est pas vraiment dans la lignée de Zemmour, mais d'un autre côté, Georges Marchais avait dit « Vous avez vos questions, j'ai mes réponses ». Et là, mais Zemmour, il le fait, mais à chaque fois que le journaliste dit « Ah, mais attendez, il est pas... » Et Georges Marchais le faisait, moi je le fais aussi. Vous n'allez pas vous plaindre. Joseph de Maistre aussi, vous le citez, c'est quand même intéressant, Joseph de Maistre, Jacques Bainville, parce que ça prouve aussi toute une école de la pensée, en fait, qui est derrière, Marqueno, vous êtes d'accord, une école plutôt droite, souverainiste.
Oui. Et ben disons, on pourrait citer aussi Maurras. Voilà, j'allais citer Maurras. Pour Alexis Corbière, c'est un candidat maurassien, Éric. Oui. Alors là, bon, c'est sa manière de voir. Là-dessus, encore une fois, moi, j'ai pas d'avis particulier, parce que Maurras a écrit beaucoup de choses très différentes aussi. Donc, et donc, du coup, c'est un autre sujet. Mais par contre, ce qu'a fait Zemmour, et ça, je trouve que c'est un plus, c'est qu'il nous a fait découvrir certains auteurs qui étaient assez peu connus. Alors, des auteurs américains aussi. Gilles Kepel, ceux qui étudient, bien sûr, ces sujets-là connaissent très bien Gilles Kepel, mais c'est pas quelqu'un qui intervient tout le temps dans les médias tous les jours. Donc, Bainville, vous l'avez dit. Moi, Bainville, personnellement, j'avais entendu parler vaguement de lui, mais sans plus. À l'école républicaine, il n'a pas très bonne presse de toute façon. Oui, tout à fait. Un autre, un peu dans le même genre, Auguste Comte. Auguste Comte, c'est mort gouverne les vivants, ça c'est la phrase qui sort très régulièrement. Voilà. Alors parmi les citations sur lesquelles rebondit beaucoup Zemmour et qui, je dirais, trace sa pensée, je dirais il y en a 5 vraiment qui sortent du lot. C'est Jacques Bainville qui dit mieux qu'une race, le peuple français est une nation. Merci. voilà. Napoléon Ier, de Clovis au comité de salut public, j'assume. Voilà, très bien, c'est bien. On passe un quiz, là, il est en train de retourner. Non, mais je pensais que vous allez me faire un quiz. Qui a dit ceci, cela? Franchement, c'est difficile parce que contrairement à Zemmour, j'ai pas une aussi bonne mémoire. Ça fait partie justement, c'est pour ça aussi qu'on est là ensemble, c'est pour quand même vanter finalement. On se rend compte qu'il y a quand même il y a certaines citations que beaucoup connaissent et citent, mais d'autres, en effet, comme vous le dites, franchement, quelle culture. À chaque fois, là, quand je relisais tout ce que vous avez mis, quelle culture pour citer tout ça de tête. C'est sans note. Oui, sans note. Ça, c'est merveilleux de la part de. Et souvent, il le fait. Alors, quand il le fait dans un éditorial ou dans un livre, on se dit, il a préparé le truc, c'est bon, il a regardé dans ses livres, ça va. Voilà. Mais quand il le fait à chaud dans un débat, là, on se dit chapeau. Mais là, généralement, en plus. Oui, c'est ça. Hanouna, il était sans note, par exemple. Oui, c'est vrai. En tout cas, il ne les a pas regardés. C'est quelqu'un, effectivement, manifestement, qui, au niveau mnémotechnique, est un génie. Alors, revenons sur les axes, en effet, qui font les citations qui font l'homme, qui décrivent l'homme. Vous parliez de Bainville. J'imagine que vous allez parler de Stendhal, non puisque c'est un bonapartiste, non, on pourrait, mais il a fait une citation tellement longue. Alors, je peux vous citer Stendhal. Jamais les Français n'ont eu un aussi grand sentiment de supériorité que sous Napoléon. Il n'y a eu que 2 peuples qui ont eu un tel sentiment de supériorité dans les époques du passé. C'est le peuple romain et les Espagnols au temps de Charles Quint, quand le soleil ne se couchait jamais sur cet empire. Voilà une citation qu'il doit faire, à mon avis, de tête, puisque c'est sur CNews, dans Face à l'info, en mai 2021. D'ailleurs, à l'occasion des commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon. C'est ça. Mais on sait que c'est un grand amateur de l'histoire napoléonienne, et donc c'est tout à fait normal que Stendhal soit cité régulièrement dans ses... tout ce qui tourne autour, Chateaubriand aussi, c'est la même chose, il cite beaucoup Chateaubriand, et puis alors Napoléon, et puis De Gaulle aussi, avec Malraux, les chaînes qu'on abat, ça revient régulièrement dans sa bouche. D'ailleurs, De Gaulle, c'est celui qui cite le plus. C'est ça que je voulais vous demander. Qu'est-ce qui cite le plus? C'est De Gaulle? De Gaulle. D'accord. De Gaulle en premier. Et la citation qu'il préfère de Gaulle, parce qu'il l'a dit, c'était « Ça fait 1000 ans que je vous le dis ». Oui, mais c'est quand vrai même que pas mal. On entend. On a l'habitude Elle est bien, je la connaissais pas d'ailleurs. C'est du Éric Zemmour maintenant. La France pour 1000 ans, de toute façon. Oui, la France pour 1000 ans, voilà, dans son dernier... Oui, il en a pas mal. Moi, j'ai retenu que celle qu'il avait vraiment mis en avant, qu'il avait dit plusieurs fois. Mais il cite énormément De Gaulle. C'est incroyable. Donc ça, ce serait un autre axe. Vous avez dit Bainville, maintenant vous rajoutez De Gaulle. De Gaulle, bon, Zemmour se dit gaulliste à 100%. Et puis il a joué le jeu, on va dire, du gaullisme. Il a même mis en scène dans son premier discours sur YouTube où il déclare non sa flamme mais sa candidature. Et on le voit tout à fait dans une scène, dans une mise en scène qui ressemble à l'appel du 18 juin. Donc on est tout à fait dans la suite. Absolument, oui. Bah, sinon, en dehors de ça, il n'y a pas que l'auteur qui met en avant, il y a aussi ce qu'il dit. Par exemple, il avait cité François Bayrou. François Bayrou, ça, c'est drôle. C'est drôle, mais en même temps, il avait dit j'aimerais bien avoir un débat avec lui. Il se respecte, j'ai l'impression. Et donc, il avait cité François Bayrou est un érudit, d'une certaine mesure. Aussi. C'est un homme très cultivé et très intelligent qui est connu pour ça. Mais je crois que Zemmour aime bien les gens érudits d'où qu'ils viennent. Et c'est pour ça qu'il a accepté qu'il voulait voir avec Mélenchon, bien entendu, et que Mélenchon a dit oui aussi. Mais ceci, il y a beaucoup d'auteurs de droite, évidemment, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on comprend un peu l'arborescence de la pensée de Zemmour, mais on voit aussi le président rwandais Paul Kagame, il me semble, il y a Coluche, il y a François Mitterrand, a été récupéré par la droite de Cabu aussi. Cabu, oui, tout à fait, oui.
finalement, Hommage en passant, oui. Victor Hugo. Victor Hugo, est-ce qu'on sait pas trop le placer de toute façon. Victor Hugo, c'est difficile. Selon la période de sa vie, on sait pas. Oui. Mais ouais, en fait, il s'interdit aucun auteur et aucune pensée pour raison idéologique, quoi, en tout cas. Mais absolument. Mais il cite même Emmanuel Macron. Et dans le bon sens, pour une fois. Quand il dit la France, c'est Cuba sans le soleil. Et là, on se souvient tous de cet entêtement un petit peu aveugle de Hollande avec la fameuse taxe à 75%. C'était Macron a réagi comme ça à cette fameuse taxe. Et je pense que ça a été d'ailleurs une grande ligne de rupture entre les deux hommes à l'époque. Mais ça dénote. Moi, je trouve que justement, j'ai vu qu'il y avait cette citation d'Emmanuel Macron par Éric Zemmour qui, en plus, était fait pour qu'il allait dans le bon sens. C'était pas pour contrer cette citation, mais pour aller dans le même sens. Ça dénote, moi, je trouve presque beaucoup d'humour aussi, et de presque une fantaisie d'Éric Zemmour qui n'hésite pas à rire un peu, à mettre un petit peu de sourire dans son discours. C'est peut-être aussi, d'ailleurs, ça fait partie, normalement, convaincre et persuader. Persuader, il y a une partie de comment dire, on essaye de plaire aussi à la personne qui nous écoute. C'est ce que permettent de faire les citations, justement. Oui. Parce que si vous dites à quelqu'un une vérité première, vous la dites, ça part de vous. Si vous employez une tierce personne et en plus quelqu'un de connu et quelqu'un de reconnu, ça passe forcément beaucoup plus vite. Et surtout, si cette personne citée est du bord de la personne qui l'a en face de lui. Oui, tout à fait. Alors, c'est ce que c'est très bien faire, Zemmour. C'est ça. Oui, tout à fait. Là, on retrouve le joueur de poker. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est employer l'argument choc. Et les citations permettent de faire, c'est ce que Zemmour, en fait, arrive à faire, ce que les autres n'ont pas encore fait, parce que ça risque aussi de faire école, on ne sait pas trop. Mais il faut une culture et une mémoire aussi pour cela. Eh ben, ceux qui ont les deux peuvent le faire, en fait. Mais c'est vrai que c'est sorti du jeu politique, ça. Elle amène ce petit plus, cette couche supplémentaire qui donne plus de poids à son discours. Et pour continuer dans ce que j'appelle la fantaisie, en tout cas l'humour d'Éric Zemmour, il y a cette citation aussi de Jean Gabin. Lorsqu'un mauvais coup se mijote, il y a toujours une république à sauver. Et c'est vrai, alors ça c'était Jean Gabin dans Le Président. Dans Le Président, oui, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est pareil, ça montre... d'abord, ça fait partie du patrimoine, de la culture française, Jean Gabin, Le Président. Donc évidemment, Éric Zemmour est le premier à vanter. D'ailleurs, je crois qu'il parle de la France de Jean Gabin dans sa déclaration de candidature. Il me semble. Entre autres, oui. Et donc c'est ça. Et puis en plus, il y a l'humour, encore une fois. Il y a cet humour, en tout cas ce sourire dans ses prises de parole. Absolument, mais il cite Audiard également. Oui, tout à fait. Avec les hommes de 60 kilos, les hommes de 110 kilos. Oui, tout à fait. On les écoute pas de la même manière. Alors que pourtant, lui, doit pas peser beaucoup plus de 60 des kilos. 60, Alors, si on continue les axes, puisque vous avez commencé à nous donner ces axes, vous avez parlé de la France Bainville, de la France de Gaulle, vous avez cité Bayrou, et donc comment dire, c'était plus les citations plus que l'homme qui intéressent Éric Zemmour. Est-ce que vous aviez d'autres axes que vous avez pu noter dans votre... Oui, alors un sujet qui lui tient énormément à cœur, c'est la démographie. Oui. Et là, Auguste Comte. La démographie, c'est le destin. Oui. Voilà, c'est court, c'est percutant, c'est direct. Et la démographie, d'ailleurs, quand il cite Mélenchon, c'est aussi sur les questions de démographie, enfin en tout cas de changement de peuple, bah oui, le grand remplacement. D'ailleurs, j'ai pas vu si vous avez mis Camus, le grand remplacement. Non. Ah non, Camus ne fait pas Camus. partie du livre. Non. Il le citait. Je ne l'ai pas entendu en tout pour le cas. grand remplacement. Oui, c'est ça. Il a repris l'expression. Oui, il a repris Disons l'expression. que mon livre repose sur des citations qui ont été faites entre 2000, je voudrais pas dire de bêtises, entre 2015 et à peu près septembre de cette année. J'ai pas voulu remonter trop en arrière justement parce que lui-même dit qu'il change parfois d'avis, donc c'est pas la peine de lui amener de citer quelque chose qu'il renie. Et donc du coup je suis remonté que jusqu'à ces deux derniers livres qui étaient Un quinquennat pour rien et un destin français. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc je suis pas allé au-delà. Par respect pour son discours. Oui. Et par contre, je suis allé... en fait, le livre est sorti en novembre, mais je me suis arrêté en septembre, puisqu'il a bien fallu l'imprimer. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai que ce qu'il a dit après, effectivement, ne fait pas partie du livre. Sans reprendre la phrase marxiste, d'où parlez-vous vous, c'est la première fois que vous travaillez sur un homme politique. Enfin, c'est Zemmour qui vous a fait intéresser finalement à la chose politique, ou c'est vous suivez quand même depuis longtemps ce sujet? Bon, à titre personnel, je regarde la politique un petit
peu comme tout le monde là-dessus. Moi, je suis ni militant. Par contre, je suis démocrate à 100%. Je vais toujours voter. Et puis, si je vote pas pour quelqu'un que j'aime, je vote pour la personne que je déteste le moins. Donc, je suis un peu comme tout le monde. Mais absolument, je défends. Ça, c'est mon avis personnel. C'est rien de plus. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que je crois que je le dis quelque part, peut-être dans une interview. Si Mélenchon avait fait beaucoup de citations aussi, j'aurais été très content d'éditer les deux. Pourquoi pas, mais bien sûr, mais qu'il le fasse. Oui. Et je ferai les 200 meilleures citations favorites, donc favorites de Mélenchon. Ça sera un plaisir pour moi. Et pour finir, je vais te donner une dernière citation, parce que c'est rigolo, parce qu'il cite Bob Dylan, parce que les temps changent. Donc voilà, Éric Zemmour qui cite du Bob Dylan, et puis Jacques Dutronc, tiens, j'y pense, et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. Évidemment, on reconnaît la chanson. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup François Montmirel. Et ce livre, les 200 citations favorites de Zemmour chez Fantaisium. Et je précise que le directeur de campagne d'Éric Zemmour l'a tweeté et mis en photo sur son fil Twitter, et il trouvait ça très intéressant. Donc voilà, pour tous les fans de Zemmour, tous les intéressés ou tous les curieux, il est temps de se procurer ce livre, notamment pour Noël par exemple. Allez. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.